Face à quelqu'un, et un jeune notamment, qui a des idées de suicide, qui n'est pas encore passé à l'acte, il faut vraiment s'efforcer de voir si il a des conduites d'écart par rapport aux règles, par rapport aux valeurs familiales et sociétales, ou bien s'il est dans la rupture. Il faut savoir qu'un adolescent suicidaire, donc, est un adolescent qui, avant de penser au suicide, va développer d'autres types de comportements qui sont toujours des comportements de rupture. Alors le mot rupture, il faut l'entendre au sens propre et au sens figuré. C'est la rupture par la violence agie contre autrui, contre les objets d'autrui. C'est la rupture par la fugue. C'est la rupture par l'ivresse prononcée au cannabis, à l'alcool ou à toute autre substance. C'est la rupture par les troubles des conduites alimentaires. Et ce qui est absolument à savoir, c'est que 5 critères de gravité vont établir un petit peu la dangerosité de ces ruptures en regard du suicide. C'est l'âge d'apparition de ces ruptures. Avant 15 ans, c'est plus grave qu'après 15 ans. Le cumul de ces formes de rupture, scarification, plus fugue, plus ivresse prononcée, le risque est encore plus important de faire une tentative de suicide. C'est l'intensité de la rupture, sa répétition, bien entendu, et enfin, l'inversion par sexe, quand un garçon a des conduites de fille et une fille des conduites de garçon. Par exemple, un garçon qui fugue, qui se scarifie et qui a des troubles des conduites alimentaires, ou bien une fille qui va multiplier les ivresses, les violences contre autrui et les prises de risques motorisées. Ça, c'est pour l'adolescent suicidaire, celui qui n'est pas encore passé à l'acte. Il faut impérativement, quand on a affaire à un adolescent comme ça, lui poser la question, lui demander « Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des idées noires? Est-ce que tu as déjà imaginé mettre fin à tes jours? Est-ce que tu as déjà songé au suicide ?» Car le fait de poser la question ne va pas, contrairement à ce qu'on croit, inciter l'adolescent à le faire, mais au contraire lui ouvrir une porte, lui offrir une bouée, lui offrir la possibilité de révéler enfin ce qu'il pense tout bas et qu'il n'ose peut-être pas trop dire aux adultes, de peur d'être jugé, étiqueté comme malade ou tout simplement nié et bafoué dans son identité. C'est très important de lui poser la question et dans notre expérience, chaque fois qu'on pose la question à un adolescent suicidaire, il va dire que oui, ça lui est arrivé de penser au suicide. Et là, il va pouvoir en parler, il va pouvoir dire pourquoi et comment il est animé de cette idée-là. Ça ne va pas changer ses motivations, mais en lui permettant de les exprimer, ça va lui permettre peut-être de relativiser les raisons pour lesquelles il a envie de le faire et surtout de commencer à comprendre que derrière la face, ou plutôt en dessous de la face cachée de la face visible de l'iceberg, se profilent d'autres raisons qu'il ne s'avoue peut-être pas ou dont il n'a peut-être pas conscience. Par exemple, derrière la déception sentimentale, derrière le conflit familial, derrière le sentiment d'isolement ou de non-reconnaissance, se profilent peut-être des difficultés, une histoire, une souffrance, des traumatismes dont il n'a pour l'instant pas parlé et qu'il ne relie peut-être pas à ses idées suicidaires. Chez l'adolescent qui a fait une tentative de suicide, qui est donc un suicidant, il va falloir se demander quel sens finalement l'adolescent donne à son acte. Est-ce qu'il a réalisé des choses? Est-ce qu'il a compris à travers les réactions de son entourage des choses? Est-ce qu'il a conscience maintenant de choses dont il n'avait pas conscience avant? Ou bien est-ce qu'il est toujours au même point, c'est-à-dire finalement prêt à oublier cet acte et se dépêcher de vouloir en faire un autre? Donc il faut lui demander vraiment dans quel état d'esprit il se trouve. Est-ce qu'il se sent encore suicidaire ou bien est-ce qu'il a l'impression qu'il a compris quelque chose à travers son acte? Alors ce qu'il faut savoir absolument, c'est qu'il est rare que le sujet puisse comprendre tout seul le sens de son acte. C'est tout le paradoxe du suicide à l'adolescence. On se suicide ou on tente de le faire en croyant savoir pourquoi, alors qu'on ignore les raisons profondes du geste.
Et donc c'est très important de demander à cet adolescent s'il en a parlé avec des proches, s'il en a parlé avec un médecin ou avec un spécialiste, qu'est-ce qu'il compte en faire, et peut-être l'inviter justement à essayer d'en savoir plus et de lui poser notamment cette question: qu'est-ce qui n'allait pas avant? Qu'est-ce qui continue à aller mal aujourd'hui? Mais entre les deux, qu'est-ce que l'acte a modifié, même imperceptiblement, dans le regard que vous portez sur votre souffrance et sur votre mal-être? Et les adolescents à qui on pose cette question, ça les intéresse d'en savoir davantage. Je crois que c'est ça que mon expérience auprès d'adolescents suicidaires m'a appris. En réalité, les adolescents suicidants ne veulent pas tout oublier, contrairement à ce qu'ils disent. Ils veulent pouvoir un jour donner du sens à leur souffrance et utiliser cette énergie pour en faire quelque chose. Mais quand ils ne savent pas quoi, quand ils n'ont pas conscience des raisons pour lesquelles ils souffrent, alors ils ne savent pas à quoi ça peut servir. Et il faut donc peut-être reprendre avec eux, à ce moment-là, toutes les questions qui concernent leur identité. Il ne peut pas y avoir d'adolescents suicidaires sans souffrance identitaire. Encore faut-il mettre des mots et des situations et des traumatismes et des violences sur ce que représente cette souffrance identitaire. Pour certains, ce sera la souffrance d'être un enfant adopté et d'être écartelé entre son histoire biologique d'origine, en quelque sorte, et l'histoire avec sa famille adoptive. Pour d'autres, ce sera la maladie mentale, la schizophrénie ou la dépression ou tout autre trouble mental. Pour d'autres encore, ce sera le traumatisme vécu dans l'enfance, les violences sexuelles subies, les secrets de famille qui n'ont pas été révélés, donc les questions de filiation qui restent sans réponse. Et pour d'autres encore, ce sera d'être dans un environnement familial où les parents eux-mêmes sont en souffrance identitaire, l'ensemble de la famille ayant une souffrance en commun, ne sachant pas comment s'en dépêtrer, et la souffrance des uns retentissant sur la souffrance des autres. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que face à un adolescent suicidant, il ne faut pas chercher de coupable et de responsable. Il faut essayer de comprendre avec lui quand et comment il en est arrivé là et comment il pourrait faire maintenant pour utiliser son énergie dans une autre construction qui, elle, au contraire, est une construction vers la vie, vers les projets, vers l'ouverture au monde. Il n'y a pas de recette miracle. Mais quand on est parent et qu'on se sent démuni, désemparé, incapable d'en parler avec son adolescent, trop proche de lui et dans l'incapacité de pouvoir comprendre qu'il ait des pensées pareilles, alors il faut pouvoir avoir affaire à un tiers. Il va falloir à ce moment-là non pas lui dire « tu vas aller voir un psy parce que tu ne vas pas bien », il va plutôt falloir lui dire « nous sommes dans le pétrin, allons voir quelqu'un pour nous aider à en parler ». C'est toute la différence, si vous voulez, du rôle, par exemple, du psychologue ou psychiatre, qui recevra cet adolescent et sa famille. Soit l'adolescent, il sera envoyé en quelque sorte manu militari et ça risque de mal se passer, il risque même de refuser d'y aller, soit les parents lui demanderont de l'accompagner et ils viendront eux aussi se remettre en question et essayer de comprendre pourquoi ils n'ont rien vu, pourquoi finalement il y a tant de malentendus entre eux, et ils pourront à ce moment-là en parler avec le tiers. C'est très important de savoir que les parents ont un rôle indispensable à jouer pour accompagner l'adolescent vers un spécialiste.